Donc, nous sommes rendus à notre troisième communication de la journée. Et pour cette communication-là, j'inviterai les gens et du web et dans la salle, mais seulement des gens qui travaillent au secondaire et qui travaillent en formation initiale, à nous entrer des mots clés, un mot ou deux mots, dans le Padlet, dans la troisième colonne, pendant ou après la présentation. Bon. On nous dit que 8 commissions scolaires ont collaboré pour développer et expérimenter une approche de formation pour des travailleurs déjà à l'emploi des entreprises en vue de l'obtention d'une attestation de spécialisation professionnelle, une ASP. La formation est réalisée au minimum à 50% autrement, en entreprise et à distance. Ce projet d'innovation par le numérique nous sera présenté par M. Gianni Hugues Despointes, qui est coordonnateur aux métiers manufacturiers et exportateurs du Québec, et par M. Serge Carrier, qui est directeur du développement et technologie de l'information à la SOFAD. Messieurs, vous avez 30 minutes. Il est là. Bonjour, enchanté. Alors, mon nom est Gianni Despointes. Je suis donc la personne qui va vous faire la première partie de la présentation que je vais ouvrir tout de suite, ce ne sera pas long. Relative donc au projet M que j'ai la chance de pouvoir gérer chez Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Je cherche mon petit bouton pour lancer ça. Ah, OK. F5. Ah, merci. Parfait. OK. Utilisation des technologies numériques, ça va pas bien. Bon, alors, écoutez, je suis très heureux. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup le REFAD de l'invitation. C'est très apprécié. Nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui vous présenter ce projet qui est un projet qui date quand même de 2015, là, qui a été initié en 2015 et qui prend forme depuis 2017 avec une diffusion de la formation depuis septembre 2018. Je vais passer à travers la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir. Pour faire une très, très brève présentation, donc je m'occupe de tout ce qui concerne la main-d'œuvre au sein de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. On a plusieurs formations, on a plusieurs initiatives que l'on donne. On fait aussi beaucoup de représentations politiques au sein de groupes de travail de la Commission des partenaires du marché du travail, notamment sur lequel je siège et sur lequel donc, on apporte un petit peu le point de vue des manufacturiers en matière de formation, développement de la main-d'œuvre. Voici donc le plan de la présentation que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une mise en contexte avec ce que l'on fait très rapidement, puis ensuite je passerai au projet M et je vais céder la parole à mon cher Serge Carrier qui va pouvoir vous entretenir de la plateforme numérique qui a été développée par la SOFAD pour les commissions scolaires dans le cadre de la transmission, de la diffusion de la formation pour les opérateurs sur machine-outil à commande numérique. Très rapidement, Manufacturiers et Exportateurs du Québec, on est une association canadienne avec un chapitre québécois et on s'occupe principalement de 3 volets, l'innovation, la connexion, la représentation. Très rapidement, je vais passer sur les grands enjeux du secteur manufacturier. On en a 3 que vous connaissez, dont un sur lequel je vais plus insister, c'est la main-d'œuvre. On a à peu près 17 000 postes vacants au Québec au 4e trimestre 2018. Ça représente, dans ces 17 000 postes, vous avez à peu près 60% de ces postes-là qui sont dans du non spécialisé. C'est un gros défi pour les manufacturiers de trouver des gens pour pouvoir travailler notamment sur les chaînes de production dans les métiers un peu moins spécialisés comme les manœuvres, comme les journaliers. C'est un défi qui va plus loin que la manœuvre non spécialisée, qui va aussi dans les postes plus spécialisés. Et c'est d'ailleurs pour cela que le projet M a été monté. Dans le fond, on s'est rendu compte que dans certaines régions du Québec, il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans 3 types de métiers, les techniciens en génie mécanique, techniciens en génie industriel et les opérateurs sur machine-outil à commande numérique. Toute cette réflexion-là sur la difficulté de recruter des gens puis de les retenir au travail nous ont été alimentées notamment par Emploi Québec et par la Commission des partenaires du marché du travail à travers les listes régionales qu'elle met à jour à toutes les années relativement aux métiers en pénurie. Donc, la main-d'œuvre est vraiment au cœur de nos représentations politiques au sein de Manufacturiers et Exportateurs du Québec et on met en place un certain nombre de projets qui ont trait à la formation et au développement de la main-d'œuvre.
et à la sensibilisation au métier du manufacturier. Donc moi, je m'occupe en particulier d'un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Zone M, qui est un projet de visite industrielle pour les jeunes entre 15 et 30 ans pour leur faire découvrir le métier du manufacturier. Nous avons également une autre initiative qui est une initiative qui va plus toucher à la gestion de la diversité culturelle en entreprise lorsqu'on accueille des personnes issues de l'immigration. Donc, c'est vraiment des défis aussi auxquels sont confrontés les manufacturiers actuellement lorsqu'elles emploient de la main-d'œuvre qui vient de Montréal, mais qui a des différences culturelles importantes. Souvent, ce sont des entreprises qui ont besoin d'être accompagnées sur cela. Puis enfin, on agit concrètement également au sein des groupes de travail de la Commission des partenaires du marché du travail ainsi que de l'Assemblée délibérante sur lesquels nous rendons des recommandations sur ce qui a trait à la formation, au développement de la main-d'œuvre. Je vous ai résumé ça parce qu'après, c'est beaucoup de slides inutiles pour vous, mesdames et messieurs. Donc, je vais passer directement au projet M et avec une petite... non, pas encore. Un petit historique en fait du projet. Le projet a débuté en 2015 à travers la volonté de la Direction générale de manufacturiers et exportateurs du Québec de pouvoir apporter des solutions concrètes à un problème de pénurie régionalisée et bien entendu, des solutions concrètes pour accélérer la transformation numérique des entreprises. Donc, on avait vraiment comme objectif de pouvoir répondre à ces deux enjeux-là. C'est une commande gouvernementale, on va dire, qui a été un peu poussée dans le projet M. Et les commissions scolaires, les cégep, de plusieurs régions ont été sollicités afin de faire un petit peu un état des lieux de ce qu'ils vivaient au niveau de leur population de cohorte, parce que souvent, il y a aussi un autre enjeu qui a été soulevé par les commissions scolaires et les cégep, c'est de dire on a quand même un peu de difficulté à recruter des gens pour nos programmes. Alors, comment arrimer finalement l'adéquation entre l'offre et la demande, donc l'offre des cégep puis la demande, le besoin des entreprises. Donc, c'est vraiment ça a été vraiment au cœur des discussions qui ont eu lieu pour pouvoir mettre en place le projet M. Donc, on est vraiment parti des besoins du marché du travail, très clairement. Donc, le positionnement de MEC, c'est vraiment sur une réponse concrète aux enjeux que vivent les manufacturiers. Et par la suite, le chargé de projet à l'époque de manufacturier exportateur qui n'était pas moi, a réussi à pouvoir trouver une façon finalement de présenter les choses à travers un projet collaboratif. Et cela a été fait via le programme COUD, qui est le programme de courte durée de la Commission des partenaires du marché du travail, à l'intérieur duquel ce projet-là est financé. C'est un projet de 4,8 millions de dollars qui est réparti sur 3 ans et qui est financé par donc, la Commission des partenaires du marché du travail à travers le projet COUD, qui est en fait un programme qui vise à la formation via l'utilisation de stages de mise en œuvre et de développement des compétences. Vous connaissez ça mieux que moi, donc je vous répète ce que je sais sur le COUD et qui finalement vise à former des travailleurs à travers des outils notamment à distance. Donc le but de l'opération, c'était vraiment d'utiliser les outils numériques pour pouvoir dispenser la formation. Cette formation-là, comme on le disait tout à l'heure, elle est donnée à 50% en entreprise et à 50% via des outils numériques, notamment celui que va vous présenter Serge, celui de la SOFAD. Ça, c'est dans le cadre des commissions scolaires. Et pour les cégep, cela peut aller jusqu'à 100% de la formation qui est donnée à distance, puisque les cégep participants que je vais vous présenter tout de suite, certains d'entre eux, notamment l'AEC en génie industriel, vont pouvoir diffuser la formation 100% à distance. Alors, qu'est-ce que le projet M? Ce sont 3 projets pilotes qui sont menés par 3 consortiums. Consortium, on dit, je pense. Un premier consortium qui est un consortium de 7 commissions scolaires. On a dit 8 tout à l'heure, mais on a une commission scolaire qui est la commission scolaire de Montréal qui, malheureusement, a dû se retirer du projet. Donc, on est rendu à 7 commissions scolaires. La commission scolaire des Sommets, des Samars, Pointe-de-l'Île, Aricana, qui est toute nouvelle, des Chênes, de l'Énergie et, mon Dieu, là, c'est écrit petit, hein? Excusez-moi, Sherbrooke, mais oui, Sherbrooke. Pourtant, je les connais, je les vois tous les jours, là, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, cette commission scolaire-là vont travailler à l'adaptation et à la diffusion d'une ASP en usinage sur machine-outil à commande numérique. C'est un programme de 420 heures qui vise à pouvoir
par l'augmentation des compétences, si vous voulez, des travailleurs à l'issue de cette formation-là vont pouvoir obtenir une ASP en usinage sur machine-outil à commande numérique. Le deuxième consortium, c'est le consortium en génie mécanique pour une formation de 1065 heures qui est menée par 2 cégeps, le cégep de Thetford et le cégep de Sept-Îles. Et une troisième AEC en génie Indus, c'est une formation de 735 heures qui est menée par le cégep de la Pocatière ainsi que Victoriaville. Concernant l'état des lieux de l'avancée du projet, le projet, comme je vous ai dit, a été validé en 2017. Il a commencé à prendre forme pendant toute l'année 2017 et en 2018, en septembre 2018, la formation a débuté au niveau de l'ASP uniquement. Et donc, depuis 2018, ça a été un lancement séquentiel, c'est-à-dire que chaque commission scolaire, une fois qu'elle a développé, elle a adapté son contenu, elle a recruté ses entreprises, elle va pouvoir la diffuser. Donc, elles n'ont pas toutes commencé en même temps. Les dernières vont commencer, par exemple, en septembre. Dans le cas de génie mécanique et génie industriel, génie mécanique va commencer la formation à partir du mois de juin et génie industriel va probablement commencer à partir du mois de septembre. Donc, c'est vraiment un étalement, si vous voulez, au niveau des formations là, qui sont données par les différentes institutions. Là, je voulais vous montrer très rapidement un petit peu comment on a fonctionné à travers l'approche partenariale. C'est quand même assez intéressant. Là, j'ai pris le cas des commissions scolaires ici. Donc, dans le fond, MEQ est le promoteur collectif. Nous assurons de la gouvernance du projet. Nous faisons la reddition de comptes auprès du gouvernement. On s'assure que le projet se passe bien et qu'on puisse livrer la marchandise en temps et en heure avec les objectifs qui nous ont été fixés par la commission des partenaires du marché du travail. Le CEFRIO, qui est un de nos partenaires principaux également, agit dans le support à l'innovation. C'est lui qui va s'assurer que la composante innovatrice du projet, à savoir l'utilisation des outils numériques, soit respectée. Je surveille l'heure là, parce qu'il faudrait que je laisse quand même du temps à Serge. On va être correct. Je pense qu'on va être correct. C'est quasiment la dernière slide. Non, c'est vrai, je fais ça vite pour vous laisser le temps de jaser avec Serge. Donc, c'est ça, le CEFRIO vraiment vient en appui à l'innovation et à la mise en place des outils numériques à l'intérieur du contenu pédagogique. Je vous parlais de 2 gros blocs tout à l'heure, l'adaptation de l'information, la diffusion de l'information. L'adaptation de l'information, c'est vraiment le travail qui a été fait par la commission scolaire que d'adapter le programme de l'ASP aux réalités des entreprises qui font partie du projet. Bien entendu, ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que les employés vont être formés sur les machines qu'ils utilisent dans leur milieu de travail. Et donc ça a demandé aussi un processus d'adaptation vraiment de la formation aux réalités des entreprises qui composent notre cohorte, nos cohortes, si vous voulez. La production et la contenu des outils numériques, ça, c'est Serge. On peut-te dire que j'en parle pas? Oh, parfait. Puis la mise au point locale et le recrutement des entreprises ont été faits par les commissions scolaires, un travail vraiment de titan, parce que je vous assure que convaincre des entreprises qui sont dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, c'est extrêmement difficile. Jusqu'à la dernière minute, ça a été très compliqué de pouvoir, pas par mauvaise volonté, mais vraiment par manque de temps des entreprises et par manque de gens sur leur plancher pour pouvoir livrer ce qu'ils ont à livrer, de pouvoir dégager du temps pour pouvoir former des gens. Donc, ça a été très difficile, cette partie-là, je vais pas vous le cacher. Puis, la mise au point locale, c'est vraiment la partie où la commission scolaire s'approprie le contenu de formation et va pouvoir l'adapter à la réalité en usine, finalement. La diffusion de l'information, elle se fait actuellement, donc je vous ai dit, pour 5 commissions scolaires sur les 7 actuellement, et va vraiment prendre la forme finalement du 50%, du 210 heures qui va être fait par les travailleurs à l'école, au centre, et du 210 heures que l'enseignant va passer à l'entreprise pour former ces gens. À travers cela, on a tout au bas de la slide, vous voyez l'Observatoire compétences emploi de l'UQAM qui vient en appui vraiment à la recherche-action. C'est-à-dire que leur travail, c'est vraiment de documenter les bonnes pratiques, de voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché dans le projet et de pouvoir, à l'issue de cela,
voir les possibilités de transférer le projet, parce qu'on est très fort au Québec pour faire des projets pilotes, mais on n'est pas si bon que ça pour les implanter. Fait que là, la commande de la CPMT, à long terme, là, je veux dire, fait que la CPMT nous a mis comme mandat, ben là, vous êtes bien gentil, mais avec 4,8 millions, on peut-tu dire que vous allez transférer le projet à l'ensemble du Québec, puis je trouve que c'est tout à fait correct, c'est quand même de l'argent public, donc le rôle de l'Observatoire de compétences emploi, ça va être vraiment de pouvoir dégager les grands enseignements concernant le projet M. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Serge Carrier qui va vous présenter donc l'outil numérique qui a été développé pour les commissions scolaires. Merci beaucoup. Merci. Non, je ne suis pas à la bonne place. Oui, bien, c'est ça, j'y étais tout à l'heure. Je cherche mon onglet, mais je ne l'ai pas. Oui. OK. Non, c'est pas lui. Bon, c'est bon, on va recommencer. Il faut que je retrouve le site. L'onglet a été fermé. Pendant qu'on retrace le site, juste deux précisions. La première, c'est que quelques mois, en fait, quelques années avant de partir au Brésil, oui, quelques années avant de partir au Brésil, Marcel a quand même travaillé très fort à faire atterrir le projet que vous venez de voir. C'est une grande complexité de réunir tous ces gens-là et surtout de déposer un projet à la CPMT. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà déposé des projets à la CPMT. C'est beaucoup de travail. Donc, merci Marcel pour ce beau travail. Non? Non? C'est pas ça. Non? On va revenir dans... Ah, c'est ça. Merci, monsieur. Je vais me laisser 30 secondes à temps d'activer. Oui, OK. Une autre précision. Sur le... OK. Sur le 4,8 millions, pour rassurer tous ceux qui font du en ligne, ce n'est pas 4,8 millions qui est allé pour la plateforme que je vais vous présenter. Pas du tout. Donc, c'était beaucoup plus modeste. En fait, c'est 150 heures de cours en ligne qui ont été développés sur le 420 de l'ASP. Et les 150 heures ont été réparties dans les modules que vous voyez ici. Les choix des modules ont été faits par les commissions scolaires, par les enseignants. Et un module a été ajouté et qui était nécessaire parce que la plupart des gens qui étaient inscrits au programme, c'est des gens qui étaient en emploi. Donc, les mathématiques de base pour les machines-outils à commande numérique, là, c'était oublié complètement. Donc, un module de mathématiques de 25 heures qui a été fait. Je circule dans le... Je ne pourrais pas vous montrer les 150 heures, c'est bien évident. Juste vous montrer un petit peu. Je suis rentré comme enseignant. Il y a 3 portes d'entrée. C'est l'apprenant, l'enseignant et le superviseur de stage. Donc, je suis rentré comme enseignant pour aller plus vite un peu. Donc, dans le matériel, puis tous les modules sont faits de la même façon. Donc, on a des notions théoriques qu'on peut défiler. On a les exercices pratiques et on a des simulations bilan. Donc, tous les modules sont faits de cette façon-là. Avec beaucoup d'interactivité. Par exemple, ici, on revient vraiment sur les rapports trigonométriques. Donc, évidemment, on peut manipuler, répondre aux différentes tâches qui nous sont imposées. Chaque tâche est un environnement légèrement différent. Pour ceux qui reconnaissent GeoGebra, c'est implanté dans le cours de mathématiques, tout simplement, dans la base de mathématiques. Et il y a beaucoup de vidéos qui ont été intégrées pour expliquer les concepts aussi. Si je reviens à un autre cours, si je prends par exemple programmation, pour programmation, ce qu'on a fait, puis encore là, ça a été une découverte en cours de route, c'est qu'il fallait, on ne savait pas, mais il y avait 2 types de machines qu'on retrouve dans les entreprises au Québec. Nous, au départ, on savait qu'il fallait faire toutes les simulations de FeatureCam, mais on ne savait pas qu'il y avait Mastercam aussi. C'est en cours de route qu'on l'a appris, il a fallu s'ajuster. Donc, il a fallu faire en double. Comme vous pouvez voir, chacun des modules des cours ont un pré-test et un post-test, ce qui permet vraiment à l'apprenant de se situer face à cet apprentissage-là. L'apprentissage en question, là, on voit la plateforme, il peut être fait pendant qu'il est au centre de formation professionnelle ou il peut être fait pendant qu'il est en stage ou de chez lui. Ça fonctionne aussi, évidemment,
c'est une interface adaptative, donc il peut le voir sur une tablette autant que sur un ordinateur. Dans les logiciels, si je prends par exemple simuler la programmation, on peut faire ça comme ça, on prend lui. Il y en a beaucoup, hein, comme je vous dis, 150 heures, là, c'est assez long. Allez-y, voilà. Donc, encore une fois, les notions théoriques, les démonstrations, donc on simule une programmation, on va avoir différents modules pour simuler la programmation. Et dans le cas ici, ce qui a été fait, c'est qu'on a tout simplement enregistré l'expert qui manipule le... Après la programmation, il faut vérifier en faisant une simulation à l'écran. Ce que je vous conseille, c'est de placer votre curseur dans l'écran et en appuyant sur le bouton de droite, sélectionnez la vue isométrique. Vous pouvez même agrandir un peu. Donc, la barre de simulation. On va l'arrêter là. Donc, tous les logiciels ont été découpés en sessions comme ça, tous bien identifiés. Ils sont tous accessibles individuellement. Et il peut s'en servir, l'apprenant peut s'en servir pendant qu'il fait son stage, donc pendant qu'il est sur la machine. Je reviens dans le cours. On va aller voir pour, par exemple, usinage TCM. Donc, ici, ben, c'est vraiment, on est sur les machines en train de fabriquer des pièces. Je vais prendre ce module-là. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en entreprise, on a filmé la personne qui manipule la machine. En fait, sur les différents types de machines, on a fait ce travail-là. Tous les outils doivent maintenant être ajustés sur le bloc pour usiner la pièce au bon endroit. Pour y arriver, on doit trouver le G54, communément appelé le zéro origine. On avance donc l'outil numéro 1 vers le mandrin. Pour éviter de briser la pastille, il est important d'avancer le bloc vers l'outil et non l'outil vers le bloc. Le bloc doit passer juste, sans se bloquer ni être trop serré. Une fois que l'outil numéro 1 est ajusté, on entre Z. Donc, quand il a trouvé le point G, il peut passer à l'étape suivante, aller vérifier, faire les activités exercices qui correspondent à la pièce qui est à fabriquer. On avait une pièce à fabriquer, tout le monde avait cette pièce-là en jeu, et il fallait la concevoir correctement. Et ce qui a été très amusant, c'est qu'on avait une équipe qui faisait les tournages vidéo pour tout ça, qui était intriguée par toutes les manipulations et qui, vers la fin du tournage, demande à l'expert, mais cette pièce-là, elle sert à quoi? Puis là, ça faisait 4 jours de tournage. Fait que l'expert disait absolument rien. C'était pour montrer toutes les possibilités de la pièce en question et de la programmation. Donc, elle ne servait à rien, la pièce qu'on a fabriquée. On l'a quand même gardée, je pense qu'on l'a mis dans la BAO. C'est-tu là qu'on l'a? Non, on a mis les outils dans la BAO. La BAO, c'est en fait, tous les documents qu'on voyait sont disponibles aussi dans la boîte à outils. Donc, on peut aller directement chercher l'information, mais je vais prendre 2 minutes quand même pour trouver la... Où est-ce que c'est? Explorer le matériel. La boîte à outils. Ah, voilà. Donc, ça, c'est la fameuse pièce en question. Donc, qu'il fallait fabriquer, avec tous les trous, toutes les formes, toutes les bordures, le pas de vis intérieur, extérieur. Donc, tout ça a été fabriqué à travers le truc. Je continue dans la présentation. Donc, même chose au centre d'usinage, encore une fois, on est en tournage sur les machines. Donc, on montre, je peux prendre, on va changer de point. On va prendre le point XY, c'est moins compromettant. Et voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Pour déterminer le zéro origine en X et en Y d'une pièce comme celle-ci, on utilise un palpeur coaxial. On l'installe d'abord dans la machine. Puis, avec la manette, on le descend près de la pièce. Pour commencer, on doit placer visuellement le palpeur au centre de la pièce. J'arrête là parce que ça se complique après.
l'avant-dernier, ben, en fait, le dernier, la production en série. Dans la production en série, ce qu'on fait à ce moment-ci, c'est, on traite, je ne sais pas, j'ai des exemples. Ouais. En fait, on fonctionne par méthode de cas, étude de cas. On propose des études de cas pour la production en série de pièces et les élèves travaillent soit pendant le stage, soit ensemble, en petite équipe, à faire l'étude de cas en question. Et on leur fournit dans la boîte à outils tous les documents qu'ils ont besoin pour travailler. Dernière chose qu'il fallait faire dans ce projet-là, c'était le carnet de stage. Et donc, on rentre dans le fameux carnet de stage. Je vais essayer de tout fermer, juste qu'on voit. Bon, là, je suis entré comme enseignant. Donc, l'enseignant, c'est celui qui a le plus de vision. OK? Donc, il va voir tous les journaux de bord des élèves. Il va voir le cahier du superviseur. Donc, qu'est-ce que le superviseur a noté pour chacun des élèves en stage? Et il va voir aussi, comme enseignant, il va avoir l'outil pour commenter le journal de bord de l'élève. Il va avoir aussi des outils pour noter les compétences, des outils pour prendre les présences. Donc, tout ça est inclus dans le carnet de stage. Si je rentre dans, par exemple, cahier du stagiaire, l'enseignant a aussi la possibilité d'utiliser le dossier de partage pour déposer. On a mis beaucoup de matériel dans ce cours-là, beaucoup. Mais on s'est dit, il y en a peut-être qui veulent ajouter des choses. Donc, il y a tout le temps la disponibilité du dossier de partage. L'enseignant peut déposer là des documents supplémentaires, de l'aide particulière. J'ai oublié de dire aussi, évidemment, vous avez reconnu, tout ça, c'est dans Moodle. Donc, on a installé la possibilité de Skyper. Donc, puis il y a toute la messagerie Moodle, puis les notifications qui sont présentes aussi. Donc, ils sont en contact permanent là, avec leurs stagiaires. Donc, vous voyez, on peut mettre des dessins, des notes de cours, des photos, vidéos, etc. Si je reviens dans le carnet cahier du stagiaire, on va aller voir un journal de bord. Là, ce qu'on voulait, parce que la raison de faire le carnet de stage numérique, j'imagine que certains d'entre vous utilisez des carnets de stage ou avez vu à quoi ça ressemble. La problématique, c'est que les élèves se présentent sans leur carnet de stage la plupart du temps. Ils l'ont oublié. Fait que là, ils ne peuvent pas écrire dedans, ils ne peuvent pas s'en servir. Fait que là, on a dit non, c'est fini. Ils peuvent écrire dedans à partir de n'importe où, à n'importe quelle heure. Et non seulement ils peuvent écrire dedans, mais là, on voulait permettre. Là, vous voyez, c'est organisé par compagnie. Là. Je vais rentrer. Moi, je suis l'enseignant 1. Donc, on leur permet d'ajouter des photos, des vidéos. Ils peuvent s'enregistrer plutôt qu'écrire pour faire leur carnet de stage. Et l'enseignant, lui, a accès à tout ça pour pouvoir le commenter. Donc, c'est un gros plus parce que le défi on veut qu'ils continuent d'écrire, ça c'est évident. Mais c'était déjà un obstacle pour la plupart. Donc, en rajoutant la possibilité de narrer leur expérience, les difficultés qu'ils rencontraient, déjà, c'était plus facile. Il y avait un intérêt à aller compléter le carnet, le journal de bord. Puis, ils étaient fiers. Évidemment, on est dans un projet pilote. C'est sûr que déployer partout en entreprise, ce n'est pas toutes les entreprises qui permettraient de prendre des photos ou de filmer. On en est conscient, mais là, c'est à chaque entreprise d'intervenir pour donner les directives. Donc, l'enseignant, moi, comme enseignant, je peux commenter tout ce qui est écrit. Évidemment, ce qui est le fun aussi dans ce cours-là, c'est qu'à la base, la première fois qu'on nous a parlé de ça, moi, j'étais convaincu, probablement à cause de mon genre, que c'était surtout des emplois masculins, mais finalement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans cet emploi-là, ce qui est très bon. Ça nous a fait bien plaisir d'en rencontrer plusieurs, des interviewer aussi. L'autre chose aussi, c'est que le prof, lui, comme il y a, je ne sais pas, moi, il y a peut-être 40 stagiaires au total dans tout le truc, et il y a 15 semaines ou plus de stages. Donc, il ne peut pas se souvenir de tout ça, fait qu'on a la possibilité de générer le PDF, donc de tout ce qui a été commenté. Fait que les journaux, il y a tous les journaux comme ça qui s'accumulent graduellement au fur et à mesure qu'ils avancent. Fait que ça donne, à la fin du stage, ça donne un guide complet de tout ce qui a été écrit par le stagiaire et par l'enseignant.
Bon, je vais revenir un peu en arrière aussi. Voilà, ici. Voyons. Hop, et... Ouais, c'est ça, tu penses? Non. J'essaie juste de retrouver ma fenêtre pendant que... Ah là là. Vous voyez que je n'ai pas un PC, moi j'ai un Mac. Hein? Ça paraît. Hein? Un petit peu. Oui. Ici? Ouais, non, ben, double-clic dans le fond. Ouais. Ouais. Ah non. Non, il a repris toute la place. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien fait. J'ai ouvert un PDF. Ça, c'est pas là. Non. Désolé. Ah, voilà, merci. Attends, je vais vous faciliter la vie. Oui, hein, il y a trop de choses. OK, Il y en a c'est juste beau. un. Et Merci. Merci. C'est ça, je suis un mésadapté PC total et je m'assume. Donc, dans le journal de bord, ce que peut faire aussi l'enseignant, puis il reste une minute? OK, je termine juste avec ça. Dans le cahier du stagiaire, je ne vous montrerai pas ce que le superviseur fait, mais c'est la même chose. L'enseignant peut aussi aller, évidemment, noter, donc, tout ce qu'on appelle les précisions. Dans le cas ici, ce sont des précisions, c'est les compétences, les éléments de compétences. Donc, il peut voir pour la progression pour ses élèves et pour chacune des compétences en cours, il peut aller valider si, par exemple, la précision 1.2 qui n'était pas acquise, bien, présentement, elle est acquise et automatiquement, ça va se sauvegarder, ça va faire la mise à jour. Donc, il peut suivre tous ses élèves de cette façon-là pour chacune des précisions des compétences et prendre les présences aussi au fur et à mesure que le stage avance. Je termine là-dessus. Des questions? C'est bon? Est-ce que nous avons des questions pour d'abord M. Carrier dans la salle? Denis, est-ce que... oups, oui, une question là-bas. Juste une dame là, ici. Oui. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir combien ça a pu prendre de temps développer la formation asynchrone qu'il y a là de 150 heures. Jamais assez. Ouais. On avait un deadline qui nous a été imposé parce que les cohortes devaient être prêtes à partir très tôt. Il fallait qu'on ait tout livré. De mémoire, c'était en décembre. Et on avait commencé à l'été. Oui. Combien de personnes? Jamais assez. C'est beaucoup de nuits blanches. C'était quand même une bonne équipe, là, mais essentiellement, je dirais peut-être une dizaine de personnes si on inclut les tournages vidéo et tout, là. Il faut dire qu'on est habitué de produire beaucoup de cours et de cette façon-là aussi, fait que ça aide, là. Merci beaucoup. On est très satisfaits. D'ailleurs, on est en projet pilote, mais je vous laisse ça comme information, puis peut-être le faire par le REFAD. Ceux qui seraient intéressés, après le projet pilote, à aller voir de quoi ça a l'air, on pourrait vous envoyer des codes d'accès. Juste laisser l'information quelque part au REFAD, j'imagine, là. Madame ne veut pas se répéter, mais elle vient de dire que c'est un projet très impressionnant. Alors, Merci. je le répète pour les gens du web. Deuxième question, madame. Sur le web? Oui, on a une dans la salle, puis ça va être le web après C'est ça. injuste. Je proteste, je vais être remboursé. Bonjour. Bonjour. Je me demandais, c'est quoi le support qui a été offert aux enseignants qui utilisent la plateforme puis aux superviseurs de stage en industrie? C'est une bonne question. Pour les enseignants, il y a eu, on les a rencontrés à quelques reprises. On a fait des présentations. Comme ils ne démarraient pas tous en même temps, ça a été relativement facile de les aider les uns après les autres. Donc, et il y avait tout le temps les partenaires initiaux qui ont été présents tout au long de ça. D'ailleurs, que je remercie, les commissions scolaires se sont impliquées, là. Et ces gens-là servaient aussi de formateurs, mais c'est assez facile à utiliser, là. Je pense qu'on a essayé de cacher tout ce qu'on n'aime pas de Moodle, là.
On a gardé ce qui était le plus utile pour faire le parcours. Le plus difficile, c'est les superviseurs. Là, ils commencent à y trouver un certain plaisir. Il fallait qu'on leur montre qu'est-ce qui était utile pour eux là-dedans. Je pense que l'idée de pouvoir commenter facilement comment se passe le stage, ça leur a plu, mais ça a été difficile. On ne leur donne pas accès, c'est un choix qui a été fait, ça pourrait être le contraire, mais on ne leur donne pas accès aux formations. Les superviseurs n'ont pas à avoir la formation, ils s'occupent vraiment du stage. Mais c'est là qu'on a le plus d'enjeux. Alors, une question sur le web, Denis? Oui, dans la diapositive relative aux enjeux du secteur manufacturier, comment expliquez-vous la divergence d'orientation entre l'innovation, la technologie et la main-d'œuvre? Moi, je crois que c'est votre collègue qui va pouvoir répondre. Pourriez-vous répéter la question? On rechange de collègue, s'il vous plaît. Vous êtes où? Ah, OK. Non, on dit dans la diapositive relative aux enjeux du secteur manufacturier. Oui. Comment expliquez-vous la divergence d'orientation entre l'innovation, la technologie et la main-d'œuvre? Est-ce que votre question sous-entend le retard que les entreprises ont par rapport à leur intégration technologique? Je présume que oui. OK. Il y a beaucoup de choses derrière cette question-là. La première étant qu'on a souvent, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, on est très court-termiste. Les entreprises manufacturières, elles ont besoin, qui m'appellent à tous les jours, là, j'ai besoin de 15 soudeurs. Si je leur dis, je peux t'offrir un diagnostic qui pourrait te permettre d'avoir mieux que 15 soudeurs, je pourrais te mettre dans une stratégie où on va être dans de l'amélioration continue, où tu vas pouvoir améliorer tes processus productifs, tu vas pouvoir améliorer à travers la formation de tes gens, mais également à travers l'acquisition de nouvelles machines, une augmentation de ta productivité et une transformation de tes outils productifs. Ça accroche pas ben. Là. Je vous avouerai sincèrement que c'est très court-termiste. L'entreprise manufacturière, actuellement, tu vas leur parler de compétitivité, de leur chaîne de production, d'exportation. Elles ont besoin de main-d'œuvre. Vraiment, là. Alors, dans nos bureaux à Montréal, on a une vision macroéconomique de la chose qui dit, ben, si tu prends pas le virage numérique, là, tu vas te ramasser dans le champ, mais c'est très difficile. Je rajoute un deuxième point, c'est que la communication qui est faite autour des programmes du gouvernement en matière de transformation numérique des entreprises n'est pas tout à fait la plus pertinente pour atteindre les gens qu'on voudrait atteindre avec la portée qu'on voudrait atteindre. Donc, il y a un certain nombre de programmes qui existent pour les entreprises pour faciliter, pour les aider, pour les supporter dans leur transformation numérique. Ces programmes sont très méconnus des entreprises. Donc, ça fait qu'il y a vraiment un disconnect entre l'endroit où on voudrait atterrir et la réalité des entreprises actuellement. Oui, encore une question? Oui, est-ce que vous pouvez confirmer que la plateforme utilisée est Moodle? Oui. Oui, je le confirme. Merci. Mais bien caché. OK. Autre question. La phase d'adaptation de la formation est-elle issue d'une analyse de besoins de tâches ou celle d'une analyse de besoins de formation? En fait, c'est besoin de formation. L'objectif, c'était de donner la chance à des travailleurs de compléter une formation. Donc, la plupart des gens qui sont impliqués actuellement sont des employés, des travailleurs. C'était une des conditions. Donc, ils sont travailleurs, mais ils n'ont pas les diplômes et on s'en va vers une modification au programme. Donc, c'était l'occasion, avec cet ASP-là, de compléter une formation pour eux. Oui. Quel est l'outil Moodle qui est utilisé pour le journal de bord? Plugin développé par nous. Merci. Bonjour Olivier, enchanté Serge. Bravo à toute l'équipe qui est derrière, ils ont dû suer. Merci Olivier. J'ai une question par rapport à la gestion de compétences. Comment vous l'avez configuré? Comment vous avez associé les compétences aux activités? Puis comment ça fonctionne pour attester des compétences dans l'engin? En fait, les compétences, dans le programme, les compétences sont déjà associées aux éléments du programme. L'évaluation
de ce qu'on appelle la progression, on peut dire ça comme ça, est faite à la fois par l'enseignant qui, lui, le fait en centre et par le superviseur. Ils n'évaluent pas la même chose. Le superviseur, lui, l'évalue par rapport au stage. Donc, et les deux ont leur grille d'évaluation. Ce qu'on a rajouté, c'était la possibilité que la précision, parce que ça s'appelle des précisions, n'ait pas encore été traitée. Fait qu'elle peut être acquise, non acquise, mais elle peut ne pas avoir été traitée encore parce que, par exemple, dans le stage, il n'est pas rendu là. Il n'y a pas eu l'opportunité encore. Donc, ça donnait la souplesse à l'outil pour que l'enseignant ou le superviseur puisse dire, OK, je mets pas encore fait. Fait que ça permettait de revenir après, puis de retourner auprès du stagiaire et dire, écoute, celle-là, tu ne l'as pas encore fait, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Puis, donc, un rappel constant. Une dernière question ici dans la salle. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est correct? Bon. On a répondu. C'est bon? Alors, moi, j'ai noté, chers communicateurs, que dans le Padlet, des gens ont noté que ça serait une réponse concrète aux besoins des manufacturiers. Mais d'après ce que vous m'avez dit, les manufacturiers ne sont peut-être pas prêts à introduire le numérique dans leur formation. C'est ce que j'ai bien compris. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas prêts. Je pense que c'est aussi un rôle d'évangélisation qui doit être fait par des associations patronales comme la nôtre, par vous, que vous faites au quotidien aussi, à travers les entreprises que vous accompagnez via vos services aux entreprises. Je pense que c'est vraiment l'écosystème complet qui doit qui doit diffuser la bonne nouvelle auprès des entreprises. Mais je pense que actuellement, avec la situation économique dans laquelle on se trouve, ces modes d'enseignement-là sont très bien accueillis par les entreprises et ils vont continuer à se développer. C'est pas vrai que l'entreprise va pouvoir libérer un 210 heures pour faire de la formation, juste dans un 210 heures ou plus que ça, juste en centre. Il faut vraiment faut ramener l'école dans l'entreprise. Et je pense que ça, c'est vraiment perçu très positivement en tout cas dans le secteur manufacturier, vraiment, là, plus que dans d'autres secteurs, sûrement. J'ai une dernière question parce que j'aimerais comprendre. Je vous ai présenté comme étant, il y avait 8 commissions scolaires qui ont collaboré pour développer ce projet-là. Donc, est-ce que ces 8 commissions scolaires, là on parle de quelque chose au secondaire, ce sont des étudiants du secondaire qui travaillent avec des gens du milieu industriel ou manufacturier pour préparer des choses. Est-ce que vos formations vont aider les étudiants de secondaire à se trouver une job non, c'est pas ça. Non, l'objectif c'est vraiment le travailleur qui est visé par ce projet-là. Parfait. C'est pas l'étudiant dans son cursus normal. Parfait. C'est bon. Il y a une petite nuance, effectivement. Le programme s'adresse vraiment à des travailleurs en formation. Oui. Ceci étant dit, réalité du marché oblige, il y a certains étudiants, donc des finissants, que les entreprises vont chercher pour intégrer le programme parce que ce que je n'ai pas dit là, c'est qu'on rembourse le salaire à 100%. Fait c'est 15 $ de l'heure, c'est à peu près 6 000 et quelques dollars pour l'ASP là. Donc on s'entend qu'un finissant qui est embauché dans le programme à la fin de son diplôme, son cours, effectivement c'est un effet d'opportunité, un effet d'aubaine pour l'entreprise. Donc il y a cette composante là. Tu as des travailleurs, mais tu as aussi les gens qui finissent leur programme et qui intègrent. C'est ça. Parfait. Alors on vous remercie beaucoup. On vous applaudit.